Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus pour ce dernier atelier, d'être courageux pour le dernier atelier de la journée. On va démarrer. Je me présente rapidement, je vais être l'animateur de cette table ronde. Je m'appelle Christophe Alliot et je suis d'une organisation qui s'appelle le BASIC pour Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne. J'en dis pas plus, je vais laisser les différents intervenants se présenter. On va avoir donc la chance d'avoir trois points de vue qu'on a essayé de construire de manière complémentaire sur un sujet très... On refait une tentative au cas où, je pense pas. Une idée supplémentaire là. C'est cela. Pendant qu'on fait une dernière tentative. Un sujet qui va certainement ouvrir beaucoup de questionnements et de perspectives, c'est la question de la relocalisation de notre tissu industriel et plus généralement des activités économiques et de leur capacité à générer ou régénérer de l'emploi et de l'emploi de qualité dans les territoires en France. Et du coup, pour cela, nous allons avoir trois intervenants. Frédéric Amiel, chercheur à l'IDRI, Mireille Viora, que je vais laisser se présenter. Ils vont parler dans cet ordre-là. Et Wojtek Kalinowski, qui nous a fait la joie de rejoindre la table ronde, alors qu'il n'était pas prévu un petit peu à la dernière minute, qui est co-directeur de l'Institut Veblen. Et du coup, je vais peut-être leur passer la parole à chacun pendant quelques instants pour qu'ils puissent se présenter individuellement d'abord, et c'est Frédéric qui va démarrer en posant un petit peu le cadre de la discussion, et après je laisserai d'abord Mireille puis Wojtek nous apporter des éclairages un peu plus concrets, un peu plus opérationnels après un cadrage de la problématique et de leur expérience et de leur vision sur les territoires. Peut-être un petit mot de chacun avant que Frédéric démarre sur qui vous êtes, d'où vous venez. Moi je m'appelle Frédéric Amiel, je suis chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est un think tank associé à Sciences Po. On travaille sur tout un ensemble de thématiques liées aux questions de développement durable. Et moi je suis particulièrement dans une équipe qui travaille sur la biodiversité. Et mon sujet principal d'étude, c'est l'impact des chaînes agricoles sur la biodiversité et la façon dont on peut, en réformant l'organisation des marchés agricoles, améliorer réduire l'empreinte de cette production agricole sur la biodiversité. Et je travaille particulièrement sur la question du cacao en ce moment. Oui, donc moi je suis Mireille Viora, je suis désolée, je découvre que j'ai pas de micro, donc rapprochez-vous si vous voulez. J'ai travaillé sur les questions de mobilité, j'ai eu des responsabilités opérationnelles en aménagement opérationnel et en logement, urbanisme. J'ai porté le projet du Grand Paris à ses débuts, donc vous voyez le lien entre l'émergence de grands territoires de développement et puis la pertinence d'un grand projet de transport. Et actuellement je collabore avec j'ai parlé de think tank, avec une instance publique d'expertise, et j'ai eu l'opportunité cette année de mener, parmi d'autres activités, une enquête assez large sur les effets territoriaux et spatiaux de l'ensemble des mutations de l'économie que connaît la France. Et donc je voulais vous porter un petit peu certains résultats, et j'ai pu recueillir notamment beaucoup autour du positionnement des entreprises. Mais ce que je dirais là est à titre personnel, puisque cette enquête n'a pas encore fait l'objet d'un rapport et d'une présentation publique. Et je voulais dire aussi que j'ai été mandatée pour ce colloque par un mouvement auquel j'appartiens, qui s'appelle le Mouvement chrétien des cadres et dirigeants, et donc qui m'a conduit à participer aussi à l'élaboration sur le contenu de ce colloque. Ce que je vais dire ne reflète pas non plus la position du MCC, mais j'en parle parce que c'est un mouvement qui prend en charge justement la réflexion personnelle et collective sur le sujet du sens du travail, de la cohérence des valeurs qu'on a abordées aujourd'hui et que je n'aborderai pas là, mais je m'en profitais pour vous le dire. Bonjour, donc comme Christophe l'a dit, je m'appelle Wojtek Kalinowski, je travaille à l'Institut Veblen. Alors l'Institut Veblen c'est aussi un petit think tank associatif moins focalisé sur la recherche que plus sur la promotion des politiques publiques, mais aussi des innovations sociales, de la transition écologique. Donc on est petit, on est entièrement focalisé sur cette idée qu'est-ce que c'est la transition écologique, comment la faire avancer. Et dans ces cas-là, on a des propositions et des programmes de régulation, plus macro si vous voulez, mais aussi, notamment moi je me suis beaucoup intéressé aux monnaies locales en France et ailleurs. Pour cette raison-là, justement, parce qu'on croit que la transition écologique, c'est pas uniquement une série des politiques publiques comme ça, déclarées par le haut, ni une série de techniques qu'on appelle vertes,
pas verte, mais c'est aussi un processus beaucoup plus compliqué, sociologique, de transformation des valeurs. Donc ça, c'est pas des choses qui se déclarent comme ça. L'État ne peut pas décréter un changement à ce niveau-là. En revanche, il y a des citoyens engagés dans des projets, enfin un peu partout en France et en Europe et dans le monde maintenant, dans des projets qui ont trait à la transition de près ou de loin. Et donc je me suis intéressé aux monnaies parce que on travaille beaucoup sur les politiques monétaires par ailleurs. Et ça m'a beaucoup intéressé de savoir, en fait, c'était la question, en fait, dès que vous dites monnaie locale, tout de suite la question de la relocalisation est posée. Donc, en fait, je m'y suis intéressé dans un premier temps pour tirer un peu un bilan, pour voir ce que ça donne. Donc, je parlais un tout petit peu tout à l'heure. Et c'est un travail mi-académique, mi-associatif, parce qu'en réalité, ça m'amène à échanger beaucoup avec les acteurs du terrain, à voir un peu quel projet avance, quel projet n'avance pas. Donc c'est à travers ça, cette thématique-là, que je voudrais donc peut-être donner une illustration de ce que d'un outil. Est-ce que la monnaie locale est un outil de relocalisation, à quelles conditions, etc. Donc voilà, c'est quelques idées que j'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup. Du coup, je me rends compte que j'ai pas dit, au moins pour transparence, d'où je parle. Donc, le basique, je suis cofondateur de cette structure, qui est une petite structure qui était un bureau d'études, un peu think tank, à structure coopérative. On travaille sur la question des chaînes de valeur, d'aider à décrypter pour le grand public comment fonctionnent les secteurs d'activité, les entreprises, les filières, des matières premières jusqu'aux consommateurs. Comment se crée la valeur, comment elle se répartit, qui gagne et qui tire les fruits de la façon dont l'économie fonctionne aujourd'hui, et quels en sont vis-à-vis des impacts sociaux, environnementaux, sanitaires, et dans quelle mesure est-ce que les uns captent la valeur et les autres en subissent les coûts plus ou moins cachés. Voilà en quelques mots pour nous positionner. On travaille beaucoup avec l'IDRI, avec l'Institut Veblen par ailleurs, aussi pour transparence. La session je vais donner la parole d'abord à Frédéric pour lancer un petit peu et poser la problématique, et ce qu'on s'est fixé à peu près, c'est qu'on va passer un petit peu moins de 3 quarts d'heure, entre 40 et 45 minutes, je pense, entre les 3 exposés. Et après, l'échange sera ouvert à vous. Alors, soit on passera quelques minutes, si vous voulez, pour échanger en petit groupe ou entre vous aux questions que ça vous pose, ou sinon, si vous êtes déjà chaud, entre guillemets, en fin de journée, on pourra tout de suite passer au questionnement et au débat avec tout le monde. Frédéric, je te laisse la lourde charge de démarrer Merci. Cette problématique. Donc, selon la formule consacrée, je serai bref. La question de la relocalisation, moi, me paraissait particulièrement intéressante dans le cadre de ce colloque et de la façon dont on peut interroger le lien entre une transition écologique et une transition solidaire, puisqu'il ne suffit pas d'accoler les deux termes pour donner une réalité à ce double mouvement. Il se trouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je travaille particulièrement en ce moment sur le cacao, donc la fève de cacao qui est produite sous les tropiques et à partir de laquelle on produit du chocolat, qui n'est pas ou très peu consommé sous les tropiques, mais plutôt dans les pays européens, nord-américains, un peu asiatiques de plus en plus. Et il se trouve que le cacao, avec la banane ou le café, qui partagent ces particularités, sont caractéristiques, on pourrait dire d'un point de vue très général, de la mondialisation, c'est-à-dire d'un marché global de l'agriculture dans lequel certains pays se spécialisent dans la production de matières premières agricoles qui sont pas nécessairement, voire pas du tout consommées dans les pays de production, et des pays consommateurs, mais qui ne sont pas seulement consommateurs de ces matières agricoles, qui sont aussi des donneurs d'ordre, parce que souvent, les compagnies qui installent, entretiennent, investissent dans les cultures de bananes, de café, de cacao, sont des compagnies qui, encore jusqu'à aujourd'hui, même si c'est relativement en train de changer, sont basées et ont des capitaux qui proviennent des pays consommateurs en Europe, en Amérique du Nord, etc. Tout ça est constitutif, pour aller un peu plus loin que l'idée globale de mondialisation, de ce que certains chercheurs et économistes dans les années 70 ont appelé le système monde. Et l'idée du système monde, c'est que le monde n'est pas seulement divisé, je dirais, sociologiquement entre des possédants et des gens qui vendent leur force de travail, mais qu'il est divisé géographiquement entre des pays qui possèdent les capitaux, qui possèdent les moyens de production, pour utiliser un vocabulaire marxiste, et des pays qui vont uniquement vendre leur force de travail, mais aussi, et c'est là qu'on fait le lien avec cette question écologique et solidaire, qui vont vendre leurs ressources naturelles à ces pays-là, et qui vont les vendre à un tarif
souvent négocier au profit des acheteurs, il faut bien le dire, que ces ressources naturelles soient des ressources agricoles ou des minerais aujourd'hui. Et ce système monde, il pose beaucoup de questions en termes d'injustice, d'inégalité, entre les hommes et les femmes qui habitent la planète, mais aussi entre les peuples, entre les pays, entre les sociétés qui constituent aujourd'hui le jeu international. Et forcément, la question se pose de savoir si l'inverse de la mondialisation du système monde, c'est, pour citer un ancien ministre de l'économie productive, la démondialisation. Est-ce qu'il faut démondialiser pour supprimer les injustices liées à la mondialisation et liées à l'existence de ce système monde et de cette inégalité entre les pays voués à produire et les pays voués à consommer, pour le dire rapidement. Là-dessus, je voudrais revenir sur les trois aspects qui, à mon sens, justifient aujourd'hui des démarches de relocalisation de l'économie et voir comment est-ce qu'ils peuvent ou non répondre à ces injustices-là. La première, qui peut nous intéresser, qui est a priori la plus objective, c'est qu'on veut relocaliser parce qu'on veut diminuer notre empreinte et notamment notre empreinte écologique. En gros, on ne veut pas faire venir des tomates et des pommes de l'autre bout de la planète parce que plus loin elles sont produites avec des pesticides et puis en plus il y a le coût du transport qui émet beaucoup de carbone et écologiquement il vaut mieux acheter des pommes qui viennent du maraîcher du village voisin que d'acheter des pommes qui viennent d'Argentine. Ce concept est pertinent, il est validé par un certain nombre d'études, mais il est aussi invalidé selon certains autres modes de calcul, et notamment en termes d'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des infrastructures de transport, il n'est pas toujours évident qu'une pomme produite en Île-de-France va émettre moins de carbone pour arriver jusque dans votre assiette que si elle vient d'Argentine, pour des raisons en fait d'économie d'échelle en termes d'empreinte carbone au niveau du transport. Et en fait, les structures de transport internationalisées sont parfois beaucoup plus efficaces que les structures locales de transport. Donc en l'attente d'une vraie révolution des modes de transport, des changements de type de motorisation, du retour des trains de fret en France, il n'est pas dit que les produits locaux soient forcément meilleurs d'un point de vue empreinte carbone que les produits qui viennent de l'autre bout du monde. En ce qui concerne l'empreinte sur la biodiversité, la question peut se poser également. Certes, aujourd'hui, si vous achetez de l'huile de palme ou du cacao qui vient de l'autre bout de la planète, vous avez un risque qu'il y ait une déforestation récente, mais il faut bien être conscient que l'ensemble de notre système agricole national et hexagonal aujourd'hui s'est bâti sur la destruction de la biodiversité et des écosystèmes et continue aujourd'hui à encourager, sauf paysage de transition vers l'agroécologie, des modèles qui ne sont pas compatibles, on le voit avec l'effondrement des populations d'abeilles, des populations d'oiseaux, etc., avec le maintien de la biodiversité. Donc calculer les bénéfices de la relocalisation uniquement du point de vue de notre empreinte environnementale donne pas forcément l'avantage à la relocalisation, en tout cas pas toujours. Donc on voit que les critères ne sont pas forcément une question de distance et de localisation. Le deuxième intérêt, c'est ce que j'appelle l'effet levier de la relocalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut consommer local parce qu'on est militant et parce qu'on considère qu'on ne veut pas justement exploiter la main-d'œuvre de pays dans lesquels les droits sociaux sont moins protégés que chez nous ou qu'on ne veut pas piller les ressources naturelles à l'autre bout de la planète qui sont achetées à vil prix par des entreprises qui vont nous revendre des produits extrêmement chers. Et donc, on va relocaliser notre consommation comme un acte militant, un peu comme on ferait un acte de boycott à un moment donné, c'est-à-dire pour envoyer un signal au marché, un signal de déconsommation de produits mondialisés, et en disant moi je préfère acheter un produit proche de chez moi, et j'espère que ça va tirer le marché vers des pratiques plus vertueuses. Et troisième aspect qui est en partie lié à celui-là, c'est la question de la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches de relocalisation qui sont liées à la confiance qu'on accorde à des produits qui sont locaux et qui sont produits proches de chez nous. Et en fait, quand j'ai commencé à préparer l'intervention ici, sous ce troisième aspect, je voyais un côté très identitaire, presque chauvin. Et en fait, pourquoi j'utilise ce mot de confiance ? Parce que ce matin, j'étais à un panel d'une grosse entreprise de distribution qui faisait venir des consommateurs, et c'est eux qui disaient ça. Ils disaient, nous, on veut pas du Made in France parce qu'on est cocorico, bleu, blanc, rouge, et que la France, c'est les meilleurs, etc. C'est parce qu'on a confiance dans la capacité de notre pays à mettre en place des règles sanitaires, des règles de fonctionnement qui soient fiables. Et donc, du coup, en fait, le capital de relocalisation, c'est un capital de confiance dans le produit, parce qu'en fait, on ne sait pas comment les choses sont gérées du point de vue environnemental ou social à l'autre bout du monde. Par contre, près de chez nous, on sait à peu près comment elles sont gérées, et même si on n'est pas tout à fait d'accord, on a en tout cas l'idée et l'image, en tout cas en France,
que c'est mieux géré qu'ailleurs. Et donc ça, c'est la troisième dimension pour laquelle on peut préférer consommer local, et qui est la confiance qu'on va investir dans le produit qui est labellisé Made in France, ou produit en Bretagne, ou produit de Normandie, ou produit de Haute-Savoie. Et le meilleur exemple qu'on a de la valeur ajoutée au niveau commercial de ce capital confiance, c'est les appellations d'origine contrôlée ou protégée aujourd'hui, qui ont vraiment marqué une transition de modèle agricole dans des secteurs entiers, y compris une transition des modèles économiques de valorisation des produits en se basant sur le capital confiance lié à l'origine contrôlée, aujourd'hui protégée des produits. Qu'est-ce que tout ça nous dit des processus de relocalisation? C'est que finalement l'enjeu, que ce soit de diminuer notre empreinte écologique, que ce soit d'avoir un effet levier sur les règles du marché de la production, ou que ce soit de réinstaurer de la confiance dans les produits qu'on consomme, ils ne sont pas nécessairement liés à une distance kilométrique du produit. En fait, ce qui est en jeu, c'est à nouveau cette question des inégalités internationales de production, que ce soit des inégalités sociales ou des inégalités écologiques. C'est la question de savoir comment est-ce qu'on maîtrise l'impact des produits qu'on achète, et a priori, on les maîtrise mieux quand ils sont proches de chez nous. Cette question, elle ramène à un enjeu, d'une part, de régulation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'on fixe des règles identiques partout pour avoir une production qui est justement avec plus de confiance au niveau écologique et social, mais elle renvoie aussi à la responsabilité qu'on a, y compris dans une démarche de relocalisation. Ce dont il faut bien être conscient, c'est que si on fait de la relocalisation à tout prix, on va perpétuer des inégalités. Parce qu'avant les systèmes humains, il y a un autre système qui est fortement inégalitaire, c'est le système naturel. La nature n'a pas doté tous les territoires des mêmes richesses, elle n'a pas doté tous les territoires des mêmes climats, des mêmes capacités, des mêmes structures physiques qui permettent ou non l'acheminement et le transport. Et donc relocaliser partout, si on s'en tient à cette relocalisation, c'est accepter que des territoires qui ont moins de ressources vont moins bénéficier de leur économie relocalisée que d'autres pays qui, comme par exemple l'Europe, qui a la chance d'avoir un climat tempéré, des terres relativement fertiles par rapport à la moyenne mondiale, une grande façade maritime, une disposition, c'était Jared Diamond qui expliquait ça il y a des années dans son premier succès de librairie, c'est-à-dire une position, j'allais dire horizontale, en tout cas latitudinale dans le monde, qui fait qu'il y a des faibles variations de température qui permettent des meilleurs transports, etc. Tout ça sont des avantages, je dirais, naturels et physiques de certaines régions qui font qu'on ne peut pas se contenter de relocaliser sans avoir une forme de péréquation, c'est-à-dire de compenser pour les territoires les moins dotés en capital naturel de la part des capitales les plus dotés. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément complètement démondialiser. En fait, ce qu'il faut, c'est réinventer une forme de système commercial mondialisé plus juste, plus équilibré en termes de normes sociales et de normes environnementales. En tout cas, c'est mon point de vue. Et l'idée que j'avais envie de soumettre à cette assemblée, que je n'ai pas eu le temps de creuser très longtemps, c'est que du coup, je réfléchissais un peu aux origines du système monde aujourd'hui, comment il s'est constitué économiquement, structurellement, ce système monde, parce que, en fait, on s'est appuyé économiquement sur ce que l'économiste Ricardo a appelé les avantages comparatifs de certains pays. C'est-à-dire, on a considéré qu'un pays qui va pouvoir faire pousser du coton, il va se spécialiser dans le coton. Un pays comme la Côte d'Ivoire, il va faire pousser du café. Et puis les pays qui ont des minerais, ils vont se spécialiser dans l'économie minière. Et puis ceux qui n'ont ni mine, ni terre fertile, ils vont se spécialiser dans le service. Et du coup, chacun va se spécialiser. Et on est censé créer un système équilibré. En réalité, on a créé un système très déséquilibré. Et moi, ce que je pense qu'on pourrait imaginer, c'est comment on va vers une forme d'avantage comparatif écologique, c'est-à-dire en fait se baser sur le capital, la capacité de résilience de certains territoires pour avoir quand même des formes de spécialisation pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu au niveau mondial, tout en s'assurant qu'on va maintenir un niveau d'égalité de traitement écologique et social, et surtout qu'on va limiter les déplacements inutiles, puisque nécessairement il y a quand même la question de savoir de comment on conserve l'énergie, notamment avec la transition des systèmes de transport. Je suis arrivé à peu près au bout des 10 minutes, mais voilà, je voulais conclure là-dessus, relocaliser en partie, mais ça ne veut pas dire forcément renoncer à boire du café ou du cacao, à condition que ce soit transporté durablement et payé au juste prix.
Très bien. Je vous passe la parole, Mireille. Sauf s'il n'y a pas de question de clarification, on fera le débat plutôt après, mais ça... Et bien on enchaîne. Merci. Merci d'avoir proposé aussi ce décor. Moi j'ai noté 2-3 petites choses, donc je ferai quelques petits clins d'œil. Mais je voulais partir, vous vous souvenez hier de ce qu'a dit Gaël Giraud, c'était un peu choquant, il a dit l'usine du monde, elle est où demain? Clairement aujourd'hui elle est en Asie du Sud-Est. Et puis il avait une deuxième option, alors il parlait un peu d'Afrique, puis après il avait une deuxième option qui était la fameuse réindustrialisation européenne. Voilà, alors à la fin je suis allée le voir. Et il m'a dit, mais si, il faut parler de ça, Alors, du coup, je me sens décomplexée. Et je voulais regarder un petit peu avec lui, et vous allez voir, c'est très paradoxal, et souvent on vit avec ces paradoxes, et je voulais un petit peu les lever avec vous, dans une première partie, donc sur puisque c'est notre thème, l'économie de la production, et un peu ces prémices de la relocalisation. Parce que c'est vrai que c'est à bon droit qu'on s'interroge sur cette question de réindustrialisation européenne. Et puis après, je vous ferai une deuxième partie, un peu fourre-tout, j'essaierai d'être brève, sur la question fondamentale du lien entre l'entreprise et le territoire. Et alors ce sera peut-être un plaidoyer pour le territoire, vu d'un point de vue français, même si on a fait en fait toute une étude européenne, et j'essaierai de vous donner des petits éléments aussi chez nos voisins qui, comme d'habitude, sont très proches et très différents. Alors, je reviens pas sur le schéma, le mouvement très profond de désindustrialisation par pan entier du pays. On sait très bien quand une usine ferme, tout de suite, c'est 100, 1000 emplois. Enfin, donc c'est des pans qui tombent comme ça. Et puis, c'est derrière toute la chaîne de sous-traitance qui part avec. Donc tout ça, c'est aussi notre actualité. Et un choix finalement plus ou moins explicite dans l'Europe occidentale d'une économie des services. On pense à la Grande-Bretagne, mais quelque part en France, on peut se demander si on n'a pas fait ce choix sans le vouloir ou en le voulant. Alors, comme on dit sur Facebook, c'est plus compliqué. Et donc, je vais essayer simplement de partir de 2008, parce que c'est très intéressant, la crise de 2008-2009, c'est très intéressant de voir comment tout ça est reparti, en fait. Et est-ce que ça a été en fait un accélérateur phénoménal de ce phénomène, c'est le cas de le dire, et puis de mise en place en fait de nouvelles logiques territoriales. Là, je suis plutôt à l'échelle du territoire français. La première observation, c'est sur la métropolisation. Tout le monde a ce mot à la bouche, mais c'est pour dire que seules les plus grosses aires urbaines ont redémarré depuis 2008. C'est frappant. Redémarrer, ça veut dire démographiquement, on gagne en population. Donc on regarde la carte de France, et c'est la carte des grandes métropoles. Ça marche pour les 20 premières à peu près, donc ça descend assez bas. Alors, évidemment, elles s'appuient sur leurs points forts, des fonctions de commandement. Il y a une recentralisation des sièges sociaux dans les centres des grandes métropoles, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne. Par exemple, le Mittelstand, l'économie industrielle familiale allemande, les sièges sociaux, ils sont sur les lieux de production, dans les petites bleds de la Ruhr. L'économie numérique, je ne vais pas en parler, l'économie de la connaissance et l'économie des services au sens large. On voit bien que c'est ça qui a tiré. Parce que, en fait, deuxième point, une grande partie de l'économie, elle n'est pas productive, entre guillemets, elle est liée directement à une installation humaine, à un lieu de concentration humaine. On pense au service, on appelle ça l'économie présentielle, et depuis longtemps maintenant on analyse l'économie sous ce double aspect. On pense au service à la personne, à l'économie du tourisme évidemment, tout ce qui implique des entreprises qui ne peuvent en aucun cas être délocalisées. Et on voit la puissance évidemment de cette économie qui est toujours supérieure en valeur ajoutée en Europe occidentale à l'économie productive. Sur des régions comme l'Île-de-France, on a parlé de 55%, des fois ça va jusqu'à 80%. Donc on se dit, elle est omniprésente cette économie. J'y reviendrai. Et en fait, en 2017 et un peu en 2018, ce qu'on a constaté, c'est une sorte de parfum de réindustrialisation en France, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de reprise de l'emploi industriel. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt une érosion qui s'est stabilisée. Et en fait, c'est un peu partout pareil dans les grands pays. Au Canada, ils avaient un énorme secteur secondaire, et puis tout le monde s'est stabilisé plus ou moins à 13%. Alors, on a un schéma des territoires des grands bassins industriels en déclin, des métropoles qui sont les locomotives un petit peu choyées de la croissance, j'en ai parlé, et ce schéma il est très critiqué en disant mais et nos territoires derrière ça. Alors je m'appuie là sur l'analyse, mais ça a été beaucoup analysé de Pierre Vels. En deux mots, il parle de société hyper-industrielle, donc il emploie à dessein un mot un peu provocateur.
pour dire on n'est pas désindustrialisé, on est hyper industrialisé. Alors il fait référence bien sûr à la répartition avec les pays émergents, mais aussi à l'imbrication des services et de l'industrie aujourd'hui, c'est-à-dire la difficulté même à catégoriser les entreprises. On pense à des fournisseurs de services qui sont positionnés sur des secteurs industriels. Je pense au développement, la logistique des entrepôts, ils sont pas encore estampillés industrie aujourd'hui en France, les entrepôts, alors qu'ils ont une gestion qui est complètement industrielle. La vente d'un produit, par exemple énergie, qui est aussi une offre de consommation. Donc il y a une implication. Le secteur de la construction, évidemment, qui a d'énormes secteurs, qui a des segments industriels et qui en même temps ne se vit pas comme un secteur industriel et qui a évidemment un impact territorial majeur. Donc tout ça, ça bouscule notre système statistique, notre système de représentation, et donc et puis bien sûr l'ensemble des mutations industrielles vers les chaînes de commande, c'est-à-dire le fait que finalement le numérique, on ne sait pas où le classer, et en fait c'est lui qui tire beaucoup les marrons du feu. Alors tout ça, ça explique cette espèce de rebond. On a parlé de rebond, et c'est un peu le terme qu'on emploie aujourd'hui partout, de résistance. Et ce qu'on est allé regarder de façon plus précise, de façon paradoxale, c'est que ce redémarrage, je parlais des métropoles, en fait, il a été plus fort dans les métropoles qui avaient une assise industrielle. Parce qu'en fait, les métropoles sont aussi des grands secteurs, historiquement des grandes régions industrielles. Et donc, celles qui bénéficiaient d'un tissu industriel plus maillé, plus dense, plus important, ont mieux redémarré que les autres. Donc, c'est un peu la fin des services aussi. Donc, voilà, je voulais parler de ce paradoxe. Et dernier élément qui est moins paradoxal, j'en ai déjà parlé, c'est le mouvement général de préoccupation en France sur le sujet industriel. Peut-être certains d'entre vous ont vu, il y a eu au Grand Palais le lien avec l'innovation, le fait de dire on n'arrête pas de parler d'innovation, en fait c'est quand même l'industrie, le geste industriel qui est aussi porteur du geste d'innovation. Il y a eu une très belle expo au Grand Palais qui s'appelait l'usine extraordinaire, pour donner envie aux jeunes d'aller sur des métiers plus techniques, enfin une promotion généralisée de l'industrie. Je ne vais pas développer, mais vous en avez tous entendu parler, et puis un peu une façon d'aller regarder aussi, notamment en Suisse, évidemment en Allemagne, mais en Suisse aussi, les hautes écoles. C'est un peu une exclusivité. Ils sont en lien avec les écoles polytechniques fédérales, ils fonctionnent de façon complètement imbriquée et ils offrent un enseignement supérieur à 60% des jeunes suisses, et on en a visité, c'est très très valorisé, et donc c'est des choses qui nous font évidemment lorgner en France. On se dit est-ce qu'on ne devrait pas on prend un petit peu le modèle. Alors la relocalisation, effectivement, elle a des aspects. Donc, c'est la relocalisation évidemment qui porte aussi cette espèce de rebond industriel. Et le fait qu'il y a un certain nombre de territoires ruraux français, industriels, qui s'en tirent très très bien. Peut-être vous avez entendu parler de la vallée de l'Arve, dans les Alpes, des Mauges, de la Vendée. En Vendée, par exemple, il y a une communauté d'ouvrières spécialisées du textile qui s'est branchée sur le luxe français et qui fonctionne très très bien. Et c'est des gens, j'en parlerai tout à l'heure, je terminerai mon exposé là-dessus, ils ont du mal à recruter aujourd'hui. Et donc, on est allé à Romans, par exemple, où ils avaient délocalisé historiquement l'industrie de la chaussure dans la Drôme. Ils avaient historiquement complètement délocalisé leur chaîne de production et ils ont relocalisé. Alors ils font beaucoup de pubs là-dedans, dans le milieu un peu des gens qui s'intéressent à nos sujets de transition écologique. Quand on gratte un petit peu, en fait, ils ont relocalisé qu'une partie de la chaîne de production. Ils se sont évidemment beaucoup appuyés sur le numérique et ils ont ce que Toine Bonnier appelait tout à l'heure un peu un ancrage intermittent, c'est-à-dire qu'on relocalise une partie et on garde une partie délocalisée. C'est la problématique des plateformes numériques, bien sûr. Et donc on voit bien qu'il faut regarder après chaque segment de la chaîne, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à avoir en tête. Et puis le deuxième point, et là je rebondis sur ce qui a été dit sur les AOC, les AOP, parce que ça vaut aussi pour l'industrie. Une grande partie dans plusieurs pays européens aujourd'hui du rebond industriel est liée à la valorisation d'une identité territoriale. On vend plus seulement un produit, mais une histoire, une culture, un morceau d'identité territoriale. Alors bien sûr, on a en tête l'agroalimentaire breton qui vit très très bien aujourd'hui avec la Belle Lilloise, enfin des gens qui vendent aussi une identité territoriale. Et ça marche très bien, c'est remarquable dans l'agroalimentaire qui est un point fort de l'industrie française. Mais on l'a vu en Suisse aussi pour l'ensemble de l'économie productive, c'est-à-dire on convertit l'économie productive en économie patrimoniale, dans laquelle il est justement plus question du tout de délocalisation. En Suisse, on a vu des endroits où il y a le musée sur place qui lie l'histoire du territoire, l'histoire des ouvriers de ce territoire, l'histoire des modes de travail de ce territoire, l'histoire des entrepreneurs de ce territoire. Et puis on vend tout, quoi. On visite et après on achète. Et pour des produits extrêmement industriels de consommation.
Voilà, donc ça vaut pour les produits et ça vaut pour les compétences parce que ça met aussi en valeur des territoires qui sont supposés être héritiers de familles entières ou de territoires qui sont eux-mêmes porteurs de compétences. On l'a aussi en France avec le Provence, avec plein de choses comme ça. Et puis le dernier élément, c'est le développement évidemment des circuits courts, on en a parlé. Alors moi je parlerai plutôt le vocabulaire de l'internalisation des coûts de transport, des coûts environnementaux, des coûts humains, des coûts en termes d'image. Le calcul, là je me place vraiment du côté des entreprises pour le coup, le calcul en termes de proximité, je l'ai dit, culturel ou physique des marchés qui vont écouler, qui vont acheter la production. Et puis bien sûr quand même, on n'oublie pas la valorisation des infrastructures. Le territoire français met à disposition quand même un système d'infrastructure numérique jamais suffisant et de transport très, très puissant. Et il y a encore aujourd'hui des investissements chinois, allemands, industriels dans le nord et dans l'est de la France. Alors quelques mots sur l'ancrage territorial et sur le retour du territoire. Alors je reviendrai pas sur l'histoire mouvementée, je vais sauter ce passage entre l'entreprise et le territoire. On voit bien que l'une est mobile et l'autre est par définition permanent. Et donc il y a une version négative de cette histoire avec la prédation des entreprises, avec les territoires qui sont mis en concurrence, c'est encore le cas aujourd'hui, où en fait on les met en concurrence sur les dépenses d'investissement face aux entreprises. J'ai parlé des infras, j'ai parlé du numérique, de la mise à disposition foncière quasi gratuite, et puis on va même jusqu'au bonus à la prime à l'installation, au bonus fiscal. Et ça c'est un jeu qui se joue dans l'ensemble du monde. Et à la limite encore plus dans les pays émergents qu'en France. Au nom de la perception que l'entreprise est celle qui apporte le développement au territoire. Or, en fait, l'entreprise, elle bénéficie de la ressource du territoire qu'elle transforme, c'est mon vocabulaire, en valeur ajoutée et en production. Les ressources naturelles, les ressources humaines. Et quelque part, de plus en plus, les entreprises se préoccupent de la durabilité de ces ressources. C'est bien beau de venir, de capter et de se mettre en position de repartir, mais il faut tout reconstruire ailleurs. Et en fait, ça coûte beaucoup de déménager. Et quand y compris pour des grands groupes, c'est quand même il y a quand même des logiques de coûts qui interviennent. Alors si on continue le raisonnement sur les externalités, on peut mesurer au contraire tout ce qu'apporte positivement le territoire. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai cité, sur la mise à disposition des infrastructures, du foncier. Il y a une réflexion prolifique aujourd'hui sur cette question de remettre dans le modèle économique toutes ces externalités, les externalités positives du territoire. Vous pensez aussi aux externalités négatives de l'entreprise qui vient, qui pollue et qui part, et qui en fait a coûté plus cher au territoire qu'elle ne lui a apporté. Évidemment, c'est une réflexion très, très fructueuse, mais là, j'ai pas le temps de développer, on pourra revenir dans les questions. Je voulais vous dire juste quelques points sur ce que j'ai tiré de mon enquête. D'abord, les entreprises, elles sont dans un modèle d'écosystème. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais ça a vraiment été confirmé par l'enquête. Elles sont grégaires, elles se regroupent pour bénéficier justement de cette logique de coprésence avec leurs sous-traitants, avec leurs concurrents aussi, avec un bassin d'emploi et de formation qui va leur permettre aussi d'offrir à leurs employés une logique de double carrière, de carrière longue, de double carrière. Et j'y reviendrai, c'est un sujet absolument majeur aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé les grappes ou les clusters, qui était un anglicisme. Mais avant de devenir une politique publique, c'est une réalité du développement des entreprises. Alors derrière la problématique du cluster, il y a celle qui a été évoquée de la spécialisation. C'est-à-dire que on voit bien que l'idée du cluster, c'est que tout le monde est un peu, c'est un bassin d'emploi, on offre une carrière dans un secteur. Et donc il y a une problématique de fond sur est-ce que l'avenir c'est de recréer des grappes spécialisées ou est-ce que c'est la diversification, parce que comme je le disais à propos des métropoles, c'est quand même la diversification qui permet vraiment le développement. Je voulais juste dire, parce que je suis venue avec un certain nombre de documents, du coup comme on est prêt je peux vous le citer, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont très au-delà de leurs obligations en termes de RSE, pour réfléchir sur, c'était un petit peu mon petit quart d'heure messie, nous pouvons l'espérer dans l'avenir, qui se positionnent sur l'ancrage justement et qui mettent l'ancrage au cœur de leur stratégie. Et c'est pas que, alors, il y a des grands groupes, il y a évidemment toutes les entreprises qui sont sur le secteur de la transition, de l'énergie, qui sont dans la problématique des ressources évidemment, des ressources, des risques, etc., qui ont un rapport intrinsèque avec leur territoire. Il y a aussi bien sûr les PME qui elles n'ont pas les moyens de se délocaliser. Il y a beaucoup de monde finalement qui se retrouve intéressé par cette problématique et qui est très présente, je l'ai vu, dans les organisations professionnelles. Ça transpire un petit peu au niveau du MEDEF, mais c'est quand même moins fun. Mais en tout cas, au niveau des organisations professionnelles, ça devient une chose très présente. Et là, par exemple, ils ont fait un énorme travail pour travailler sur leurs indicateurs d'ancrage territorial.
Alors, je vous en cite quelques-uns, c'est très intéressant. Développement d'un vivier de compétences adaptées, évolution du modèle d'économie de l'entreprise vers un modèle durable centré sur le territoire, participation à des programmes de recherche, emplois locaux et insertion professionnelle, développement du tissu économique. Ça, c'est tous les sujets qui intéressent, qui sont notés comme intéressants directement à l'entreprise et sur lesquels ils s'engagent à s'auto-évaluer et progresser dans le temps pour améliorer leur contribution au territoire. Contribution à l'aménagement du territoire, redistribution de la création de valeur, partage de la valeur, contribution à la préservation, restauration, valorisation des ressources locales, et puis un item plus de gouvernance, participation des acteurs, transversalité et pilotage. C'est un truc qui est écrit par les entreprises, par des groupements d'entreprises. Donc je retrouve un petit peu tous mes items de la transition. Un petit mot sur les pouvoirs publics, parce que c'est un peu mon sujet, juste pour vous dire que dans les dernières années, les lois NOTRe et MAPTAM ont clairement confié aux collectivités territoriales la responsabilité de trouver des leviers sur ces politiques. Donc les régions ont des leviers très importants. Je suis à votre disposition pour répondre à la question si vous le souhaitez. Et au niveau intercommunal, le fait intercommunal est venu impacter le fait que de moins en moins les communes sont là en train de se battre à coup d'exonération fiscale pour éviter la compétition entre communes avec des projets, vous connaissez peut-être les schémas de cohérence territoriale, les SCOT ou même les PLUI, où on essaye de travailler sur des objets communs, pour le coup, communautaires, qui permettent d'aller dans la même direction, et ça a un impact très puissant sur les entreprises, c'est un effet d'attractivité assez important, notamment pour rester sur les territoires, parce que ça montre qu'il y a une organisation aussi du côté public qui fonctionne. On a un peu regardé dans mon étude quelle était la recette, la leçon du gagnant-gagnant pour que les entreprises restent ou s'installent, qu'elles aient envie de partir et que tout le monde retire... voilà, gagnant-gagnant. Et en fait, il n'y en a pas. La seule chose qu'on a trouvée, c'est l'importance d'une dynamique territoriale, c'est-à-dire d'avoir des acteurs du territoire, qui peuvent être des acteurs privés, qui peuvent être des acteurs publics, qui peuvent être des acteurs de type cluster, pôle de compétitivité, tout ce qu'on a inventé comme outil de coopération qui fonctionne assez bien en France. Et en fait, il y a toujours une histoire comme ça quand on est sur des histoires gagnant-gagnant. Voilà, j'arrive à la fin de mon exposé, j'ai parlé un peu trop longtemps. Oui, juste pour dire que là, ils disent clairement, les entreprises, que le territoire leur permet de développer leur capacité d'innovation et représente une ressource immatérielle qui, même si elle n'est pas au bilan, est en fait la ressource la plus importante. Donc il y a un décalage, je dis ça pour ceux qui étaient à l'atelier hier, moi j'étais dans l'atelier sur la raison économique, les entreprises sont capables de raisonner complètement indépendamment de la problématique comptable, mais c'est vrai qu'elles se retrouvent dans une forme de schizophrénie, mais parce qu'elles pensent aussi à leur pérennité. Et elles investissent dans leur pérennité. Une petite critique sur nos politiques nationales, parce que j'ai parlé des collectivités locales, pour dire que la réflexion sur les filières d'excellence, qui était beaucoup portée autour des métropoles justement, de mon point de vue, elle n'est pas à la hauteur des enjeux, parce que de façon générale, les politiques d'attractivité de la France, c'est beaucoup des politiques pensées par un ministère de l'économie qui ne sait pas ce que c'est, mais vraiment ne sait pas ce que c'est que le territoire. Il passe son temps à essayer de concevoir, je suis pas une petite personne, de concevoir des politiques qui sont totalement aterritoriales et qui portent en elles leur propre limite, mais je peux vous détailler tout à l'heure. Voilà, en conclusion, c'est un peu là. Alors, ce qui s'est passé je reboucle avec mes chiffres de réindustrialisation, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé en fait dans la dernière année, c'est la revanche des ressources humaines, c'est-à-dire que, comme il y a eu un décollage économique, on s'est rendu compte que, en fait, le problème numéro un des entreprises aujourd'hui, en France, c'est le recrutement, ce qu'ils appellent eux-mêmes attirer les talents, et sur tous les segments, parce que j'ai parlé tout à l'heure des ouvrières spécialisées du textile, évidemment plutôt sur les cadres, évidemment plutôt sur l'économie numérique, mais pas que. Et en réalité, ce attirer les talents, et cette pénurie finalement des RH, ça redonne alors évidemment toute leur importance à la ressource humaine, mais aussi au territoire, parce que finalement c'est à travers les questions d'image, d'attractivité du territoire qu'on retrouve le territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi qui ai beaucoup travaillé sur l'Île-de-France, si l'Île-de-France n'a pas tiré son épingle du jeu du redémarrage au bénéfice justement des grandes métropoles régionales dans les dernières années, c'est parce qu'elle n'avait pas de logement à proposer sur l'ensemble de la chaîne, à la fois pour des catégories aisées et pour des catégories moins aisées. Donc le sujet du logement est devenu le facteur limitant de la croissance industrielle de l'Île-de-France. Et ça, c'est les entreprises elles-mêmes qui l'ont toutes dit à leur façon, ou les organisations professionnelles. Et donc le sujet du bassin d'emploi,
Et finalement, le sujet de la concurrence entre territoires, il ne vient pas sur la façon dont on conçoit sa politique économique ou sa politique d'attractivité, mais il vient sur tout le reste, sur les atouts du territoire en tant que tel, les loisirs, les possibilités de scolarité des enfants, la dimension du bassin d'emploi, les logements, même si les disponibilités, tout ça, c'est un sujet important. Voilà, et puis je voudrais faire, mais je vois que j'ai trop parlé. Non, c'est bon. Alors, du coup, un petit mot encore pour dire que ce qui était très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup évidemment d'attractivité en pensant que, j'ai dit moi-même que le territoire était en concurrence, mais en réalité, même dans des régions très attractives comme Lyon ou Paris, le développement exogène, il est toujours minoritaire. Et ce qui fait vivre, en tout cas en France, les territoires, c'est ce qu'on appelle le développement endogène, c'est-à-dire la capacité des entreprises à se développer sur place, à rester. Et ça, c'est quelque chose d'important et qui est souvent masqué dans le débat. Et je voulais dire aussi que, pour moi, la question territoriale, c'est pour ça que j'ai centré mon propos là-dessus, c'est que le passage par le territoire, d'une certaine façon, vous l'avez compris, c'est ce qui permet de réconcilier les différents attributs de la RSE. Finalement, avec le territoire, on concentre toutes les problématiques de responsabilité, puisque à partir du moment où on pense de façon territoriale, on est obligé de se placer dans une perspective de responsabilité vis-à-vis des personnes qui sont là, vis-à-vis des ressources, de leur durabilité, vis-à-vis de son image, de son ancrage. Et donc, c'est pour ça que nous, on trouvait intéressant peut-être de rajouter le T à RSE ou RSTE. Et en tout cas, je pense que c'est pour ça, fondamentalement, qu'on parle beaucoup du territoire et des communities. Vous allez trouver ça aussi dans le manifeste qui va sortir demain, parce que, alors c'est pas notre vocabulaire en France, les communities, mais peut-être le territoire plus. Voilà, c'est une façon de rassembler finalement l'ensemble de ces problématiques. Voilà, merci beaucoup. Merci à moi. Alors donc peut-être plus rapidement pour laisser un peu du temps au débat. Donc en plus en attaquant un peu notre problème par le petit bout de la lorgnette des innovations sociales que j'ai pu observer ces dernières 5-6 années en France et ailleurs. Alors je pense que vous avez évoqué tout à l'heure le développement endogène. C'est vrai que là, quand on dit, quand on voit un peu les gens, les animateurs, les porteurs des projets, des monnaies complémentaires, parce qu'il y a plusieurs modèles des monnaies, on connaît surtout les monnaies locales, mais il y a aussi d'autres modèles de ces monnaies. C'est vrai que quand on plonge un peu dans le milieu des acteurs, on voit tout de suite que c'est déjà des gens très, très impliqués dans la transition écologique par leurs valeurs et qui s'intéressent très souvent à leur territoire et ils luttent contre un système sur un terrain de jeu un peu inégal parce que, historiquement, on va pas plonger dans l'histoire, mais historiquement, la pluralité des petites monnaies locales, c'était pas l'exception, c'était la règle. Mais tout simplement parce que l'économie, effectivement, c'était très bien dit, l'économie était différente. Brodel parlait des 3 étages de l'économie. Il y avait des marchés locaux, des marchés intermédiaires et des marchés lointains, souvent déconnectés. Et effectivement, quand cette économie productive existait, l'économie locale organisait l'échelon inférieur. Simplement, 2, 3, 4 siècles de division spatiale, de division du travail sont passés par là. Et donc aujourd'hui, on constate tous les méfaits de cette division-là, parce que je pense que je partage globalement le constat qu'il faut juger au cas par cas quand on s'approche de cette question de relocalisation au secteur par secteur. Néanmoins, je pense que deux constats, un peu en réaction à ce que vous avez dit, c'est parmi les arguments qui plaident pour une relocalisation productive, c'est qu'il y a quand même des liens forts entre la distribution et la production elle-même. Regardez l'agriculture, c'est l'exemple le plus clair. Et on sait très bien que maintenant le système agricole, productif agricole, qu'ils ont une part lourde dans le changement climatique et dans la pollution, etc. Et quand on voit quand on raisonne sur comment changer de modèle productif, comment produire autrement, alors on voit tout de suite qu'il faut sortir de la monoculture, il faut réinventer la culture rotative, il faut du bétail. En fait, tout ça, ça présuppose qu'on réinvente les filières locales ou moyennes, mais en tout cas, c'est souvent la chaîne de distribution qui force les producteurs à poursuivre
les monocultures comme on voit un peu partout dans le Vexin français et partout ailleurs en France. Donc il y a un lien entre la distribution, ce que demande le distributeur de la part des agriculteurs, et le modèle agricole. Mais ça c'est bon, je pense que de fait, quand on raisonne sur le développement de gènes des territoires, et quand on ajoute tout ce qui a été dit et que je partage sur le peu d'informations qu'on a sur le bilan des circuits courts, par exemple, en termes d'émissions carbone, parce qu'effectivement, si les voitures voyagent à vide ou moitié vide, le bilan carbone exact peut être compliqué à faire. On voit quand même qu'il y a sans doute quelques secteurs où, comme l'agriculture, comme les énergies renouvelables, comme le service au sens maintenance, tout ce qui donne une deuxième vie aux produits, c'est souvent autour de et les services locaux, c'est autour de ces secteurs-là que s'organisent les monnaies locales en France. Je dirais que ce sont des innovations qui sont portées par des gens qui ont du mal souvent à réaliser leurs ambitions parce qu'ils ont très peu de moyens. Ce sont des projets portés par des bénévoles. Et aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus des soutiens, des liens qui se tissent entre les collectivités et qui commencent à encastrer, en tout cas tisser des alliances entre les monnaies locales d'un côté et les autres publics locaux, par exemple la rénovation des villes ou justement le circuit agricole. Donc à l'échelle locale, c'est souvent en fait une mise en place d'une monnaie, c'est souvent et tout simplement le début d'un débat sur quelles sont nos ressources territoriales. Parce qu'il y a, comment dire, quand vous regardez la recherche aujourd'hui et ça a été un peu montré tout à l'heure, en fait, quand vous regardez ce qui s'est fait aujourd'hui, on réfléchit sur l'économie territoriale, quelle est la question qui occupe les chercheurs? C'est presque toujours comment insérer les territoires dans l'économie mondialisée, ou dans l'économie européenne en tout cas, comment placer un territoire pour qu'il puisse exporter ailleurs. Et ça, ça a toute sa place, néanmoins il faut quand même augmenter la part de la production et de la consommation locale, là où c'est possible. Il y a quelques domaines où c'est possible. De toute façon, les monnaies locales sont utilisées presque exclusivement pour des achats alimentaires, de toute façon. Donc, souvent, ce sont des dispositifs qui commencent par relocaliser les achats. Mais ensuite, quand le système se met en place, on voit bien qu'il y a un lien qui commence à émerger entre la localisation des achats et la relocalisation productive. C'est celle qui nous intéresse ici. Alors la relocalisation des achats, elle peut avoir d'autres intérêts, plutôt sociologiques, mais on va passer là-dessus. Puisque c'est la relocalisation productive qui nous intéresse ici. Donc évidemment, quand on regarde quelques monnaies qui marchent mieux que les autres, en France, il y a une monnaie qui marche, que je considère qu'elle marche bien et qui se développe bien, c'est la monnaie du Pays Basque, Eusko, sans doute parce qu'elle résonne à l'échelle d'un territoire où vous reliez la côte, où il y a les villes et les consommateurs, avec l'arrière-pays où il y a l'agriculture. Donc tout de suite, vous pensez votre marché alimentaire local. Et deuxième raison, c'est que cette expérience-là, il y a d'autres, mais si on prend cet exemple-là, c'est une expérience qui réunit deux conditions qui sont très rares à réunir en réalité. D'un côté, il y a un peu une vision politique. Pourquoi on le fait? Pourquoi on veut? À quoi doit servir cette monnaie? C'est pas un gadget. Il y a beaucoup de monnaies qui sont lancées comme des gadgets. C'est qui votent pour cette raison-là. Donc, ce sont en gros des acteurs de l'économie sociale et solidaire locaux qui l'apportent. Mais il y a une deuxième qualité, c'est un intérêt vraiment très pragmatique pour leur territoire. Et ça, c'est très rare.
C'est-à-dire développer un circuit local, c'est souvent mettre en lien des acteurs locaux qui n'étaient pas mis en lien avant, c'est d'aller chez l'agriculteur, tout simplement. Pourquoi vous n'utilisez pas la monnaie? Mais qu'est-ce que je fais avec si on me paye avec cette monnaie, qu'est-ce que j'avais avec Bah regardons alors vos fournisseurs, c'est qui ah bon, ce monsieur tel et tel, ah bon, bah merde. En fait, il est déjà dans le circuit. C'est comme ça que ça se passe. En réalité, c'est comme ça que ça se passe quand on... En fait, c'est une... tu as parlé de la confiance. C'est sans doute un des circuits où on rapproche les acteurs, où le modérateur du circuit, comment dire, met les acteurs ensemble, mais pas juste pour échanger. Ça, c'est le point suivant. En fait, c'est adhérer à un circuit, c'est adhérer à un système de valeurs. Parce que toutes ces monnaies, ou presque toutes, ont des chartes et ont des délimitations, en fait. N'importe qui n'est pas invité à adhérer au réseau. Donc les conditions peuvent varier d'un projet à l'autre, mais il y a toujours cette idée que le marché n'est pas neutre. Ici, par exemple, souvent, on essaie d'exclure la grande distribution. Ou bien on fait des compromis. Dans les villes, la grande distribution est toujours sur Euskol, dans les villes. La grande distribution est exclue, mais dans l'arrière-pays ou dans un village, il n'y a qu'une seule boutique. Bon, si c'est une chaîne, tant pis, et on la fait adhérer puisqu'il faut développer les réseaux. Mais c'est une incitation à adhérer à un circuit où il y a des valeurs qui se passent d'un à l'autre quand on passe la monnaie. C'est pour ça que c'est une innovation sociale, puisque quand vous adhérez au système, tout de suite, non seulement vous adhérez à un collectif qui anime le débat sur qu'est-ce qu'on fait avec notre territoire, donc il y a des projets territoriaux qui émergent. Très concrètement, par exemple, il y a quelques pourcents de vos transactions sont dédiées à des associations locales. Alors lesquelles? Alors il y a un débat, quels sont les projets qu'il faut soutenir, etc. Bon bref, tout ça, ça participe d'un lien social. Dans quelques cas, je crois toujours Sardex en Sardaigne, et on voit aussi des effets, disons, productifs. Alors, ces effets d'économie productive. Donc, quand on demande aux entrepreneurs qui ont adhéré au circuit, est-ce que grâce au circuit, vous avez découvert des prestataires ou des partenaires commerciaux localement que vous ne connaissez pas avant? Là, on voit qu'il y a un pourcentage des entrepreneurs qui disent oui. Et est-ce que vous avez donc substitué des partenaires lointains en partenaires locaux? Là aussi, il y a un pourcentage qui dit oui. Donc il y a un effet mais ce sont des petits effets puisque ce sont des petites monnaies, de toute façon. Ce sont des petites monnaies puisqu'elles sont, comme je dis souvent, elles sont pauvres en ressources et dépendent essentiellement des énergies militantes. Mais on voit, dans quelques exemples, on voit un effet de relocalisation dans des secteurs bien précis. Pas dans tous les secteurs, mais dans des secteurs bien précis. Et je finirai peut-être par dire qu'il y a deux types de modèles qui opèrent aujourd'hui, qui existent et qui ont chacun ses modalités propres. Je ne vais pas approfondir, on n'a pas le temps pour ça, mais d'un côté il y a la monnaie locale dont j'ai parlé, mais surtout donc c'est une monnaie qui réunit à la fois les commerçants, les habitants, les entreprises, les associations, tous les acteurs d'un territoire sont invités à adhérer à un cercle, un circuit, à une association. Ensuite cette association a c'est une associative normale où justement on dit qui peut y participer, qui ne peut pas participer, qu'est-ce qu'on échange, etc. Il y a un projet territorial qui émerge, les collectivités sont souvent impliquées. Le deuxième modèle, il est moins connu, mais justement les Sardex en Sardaigne, c'est exactement ça. C'est un peu la même logique territoriale, mais lancée par les entreprises elles-mêmes, par les PME, qui lance la monnaie tout simplement comme une monnaie crédit, une monnaie inter-entreprise qui circule entre les PME. Ce sont les PME qui forment les réseaux initiaux. Ensuite, on peut faire adhérer les particuliers ensuite, mais dans un premier temps, il y a les PME, et tout simplement parce qu'elles veulent
échanger entre elles sans avoir recours au crédit bancaire et en renforçant un peu les échanges entre elles. En fait, tout ça c'est pas nouveau parce qu'il y avait une vague si vous voulez, le système, les monnaies complémentaires locales ont disparu à la fin du 19e siècle et presque aussitôt. Donc au début du 20e siècle, il y avait le grand crash financier des années 20 et dans les années 20, partout en Europe et aux États-Unis, il y avait toute une émergence des monnaies locales. Il reste de cette première vague une seule monnaie, c'est la monnaie des Swiss Vir, qui réunit 60 000 PME suisses qui marchent de façon ininterrompue depuis 1932 et qui permet en réalité pas tellement à renforcer la transition écologique, mais en tout cas à renforcer la solidité des PME suisses. On voit très bien comment ça marche. C'est une monnaie, quand la conjoncture est bonne, les PME suisses s'en servent très peu parce que les banques sont très généreuses avec les crédits, etc. Mais dès que la conjoncture se dégrade, les crédits bancaires deviennent plus chers et donc les PME passent de plus en plus à utiliser cette monnaie-là parce que cette monnaie leur permet d'emprunter entre elles, de faire des crédits à court terme entre elles. Et il y a quelques études, comme cette monnaie existe depuis 1932, on a bien vu que cette monnaie-là participe à maintenir une vivacité du réseau des PME suisses. Et elle n'a pas créé ça tout de suite, comment dire, de toutes pièces. Évidemment, c'est un territoire délaissé où il n'y a aucun tissu local, des PME locales. Et si vous inventez un modèle comme ça, ça ne va pas miraculeusement transformer les territoires. Néanmoins, historiquement, dans les cas suisses, ça a permis de maintenir, et dans les cas de Sardex, ça a permis de renforcer globalement. Et dans les cas italiens, justement, on voit le même effet. Ça veut dire, une fois que les PME ont adhéré, on voit bien que dans les commerces locaux, la part des produits locaux augmente parce que ce sont les producteurs locaux qui sont... Donc voilà, donc tout ça c'est pas pour faire un plaidoyer de protectionnisme via les monnaies locales. Néanmoins, la transition écologique, comme je l'ai dit au début, et j'ai fini par là, c'est quand même un changement des valeurs, et donc il faut entraîner des gens en fait, globalement, ce qu'on veut, c'est d'encastrer l'économie dans des valeurs. Et donc on peut le faire par des régulations, évidemment, il faut le faire, mais à l'échelle des territoires, on peut le faire aussi par des projets portés par les citoyens eux-mêmes. Et cette transformation des valeurs-là, au bout du compte, qu'est-ce que c'est la richesse, qu'est-ce qu'on valorise dans la société. Donc on retrouve à travers des petits projets toutes les grandes questions qu'on se pose par ailleurs. Voilà, je termine par là. On a pris un petit peu plus de temps, je porte un peu plus ma voix. Le bruit d'à côté, c'est parce qu'ils ont fait l'exercice de prendre quelques minutes pour échanger par petits sous-groupes. Est-ce que vous voulez faire ça ou est-ce que vous voulez directement rentrer dans le débat? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà des premières questions qu'ils veulent poser tout de suite? Ou est-ce que ça vous dit? Oui, il y a déjà. Ça vous va qu'on lance tout de suite le débat? Je vais essayer au pire, je reformulerai dans un sens ou dans l'autre si ça aide à mieux entendre. On va essayer de faire porte-voix intermédiaire. Allez-y. Je vais essayer de parler fort alors. Ouais. C'est pas plus fort. Alors, en fait, j'ai deux questions, peut-être où elles demandent de développement. Alors, la première, c'est que Frédéric Amiel était Christophe aussi. Moi, je trouve ça très important de ne pas montrer un peu la relocalisation. C'est génial si tu poses des questions sur les impacts à la fois sur le territoire et puis sur les pays du monde. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des travaux qui existent dans les 2 dernières années, par exemple, concrètement, pour avoir un peu alors, d'une part, avoir des idées de quel type de secteur, quel type de filière pourrait concrètement aujourd'hui être beaucoup plus réalisé, et dans le sens aussi, les politiques publiques en France et les infrastructures et l'environnement en France nous le permet. Est-ce que voilà, ça existe? D'autre part, est-ce que vous avez réfléchi justement en termes de plaidoyer et d'évolution en termes de politique publique? Est-ce qu'il peut être demandé, fait, amélioré pour permettre certains types de relocalisation qui ne sont pas aujourd'hui sur le territoire européen, français? Première chose.
Donc les questions, je redis, si jamais vous étiez un peu plus loin, je simplifie beaucoup, hein, mais c'est pour que tout le monde entende en quelques mots. Existe-t-il des travaux qui donnent à voir un peu sur quel type de filière, quel type de secteur d'activité peuvent être relocalisés, à quelles conditions, à quels résultats, quel plaidoyer, quel plaidoyer peut être fait, et pour quel type de régulation, et puis un développement sur les leviers entre les mains des collectivités locales, justement en appui à ce que nous exposiez Mireille tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions tant qu'on y est? On peut en prendre une ou deux autres en plus, ici et là. Allez-y. Plusieurs questions aussi. Au tout début, vous avez dit que peut-être produire localement, ça pouvait faire que l'empreinte carbone était supérieure. Du coup, vous appuyez sur quoi? Parce qu'il y a très peu de transparence en fait sur ce qui arrive dans le transport des produits. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait, comment on pollue en transport. Et ma deuxième question, c'était, vous avez parlé de système monde, et vous avez cité Brodel aussi, et en fait Brodel à la fin il dit que c'est plutôt un système mondial, c'est plutôt un système monde. Et du coup, aujourd'hui je dirais même c'est encore pire, le commerce international il est intra-branche, donc il n'y a plus trop de spécialisation entre les produits, c'est plutôt on va produire une partie du produit et on va exporter ce qu'on aura produit chez l'autre qui va faire la suite. Et du coup, comment est-ce qu'on peut produire localement si aujourd'hui on ne produit rien localement? Enfin, si tout ou partie du produit est fait quelque part. En fait. Oui, si c'est pas intégré dans un seul territoire de bout en bout, quoi. C'est ça. Oui. Il y avait, oui. Moi, c'était un peu une question polémique. Très bien. Il faut y aller. Je trouve que la relocalisation crée des inégalités sur le territoire parce qu'un territoire donné n'a pas forcément toutes les compétences et les ressources humaines et scientifiques et productives. Et donc ça recrée des inégalités. Et je trouve que alors que moi, je tiens beaucoup à la formation. La formation est donnée pour tout le monde sur tout le territoire. Les connaissances, c'est surtout le territoire et que chacun peut se l'approprier et donc créer à partir de ça. Mais pourquoi le lier à un territoire précis? Moi, c'est un peu ma question technique. Donc, il fait la suite de ce que tu disais, Frédéric, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tant qu'on a cette première salve, là-bas, c'est le dernier. Je vérifie que j'oublie. Allez-y. C'est la question de la compétitivité, parce que c'est un peu le mot d'or de notre civilisation. Et voilà, à partir du moment où il y a une relocalisation, effectivement, est-ce qu'on sort d'une sorte de système compétitif? Alors effectivement, ça correspond à un certain nombre de productions particulières, de pratiques non délocalisables, ou alors on arrive à trouver des créneaux, etc. Enfin, c'est, par exemple, le fait que j'ai l'impression que les luttes sur les salaires dans les pays dominés, donc à un moment donné, il y a des relocalisations de localisation. Bon, est-ce qu'effectivement il n'y a pas cet élément-là entre l'ensemble du coût? Voilà, comment ça s'équilibre? Qu'est-ce qu'on pose comme vraie alternative? Parce que là, on balbutie, enfin on pose des questions, y compris la monnaie, je suis toujours passé par ce sujet, c'est compliqué. Mais voilà, quels sont les enjeux, sur quoi on pèse, quelle est un peu une perspective crédible ou utopique, peu importe ça. Qu'est-ce qu'on souhaite? Je pense que là-dessus aussi, sur la compétitivité, Wojtek, on pourra te redonner la main aussi un peu sur en quoi est-ce qu'une monnaie locale, c'est aussi un instrument d'essayer de contrecarrer cette logique de compétitivité. Mais je vais juste prolonger en tant qu'animateur cette question-là, parce que c'était une de celles que j'avais, c'est ce qu'il y a derrière le système monde, c'est justement cette question que la compétitivité, elle se fait sur du coût et des prix qui, vous y faisiez référence par rapport aux externalités, ne prennent pas tout en compte. Ouais. Mais certains coûts et certains prix seulement. Et il y a pléthore de coûts cachés qui sont reportés par ailleurs sur les territoires, les populations locales, les systèmes de sécurité sociale et autres. Du coup, j'ai l'impression que la question sous-jacente qui est pour nous aussi, et qu'on a vu à une échelle peut-être plus vaste pour vous, mais plus locale pour Wojtek, c'est quelle discussion démocratique ou quel processus démocratique on a autour de ça? Est-ce qu'on peut remplacer la concurrence, sous-entendu frontale et biaisée entre entreprises, un système économique qui est le seul à décider et le juge le paie, par un système où, en tant que citoyen, en tant qu'acteur d'un territoire, on a notre mot à dire, et pas seulement en tant que consommateur en dépensant de l'argent, sur où sont faites les choses, comment elles sont faites, à quelles conditions, quoi. C'est un peu ça la question un peu plus générale.
Qu'est-ce qui veut redémarrer? Tu veux redémarrer, Fred, par rapport aux premières questions qui... Oui, au pire, je compléterai. Moi, je peux répondre sur les travaux, déjà. C'est la question la plus facile à laquelle répondre. C'est clair. Et puis comme ça, je vais répondre à 2 questions d'un coup. C'est-à-dire, actuellement, à l'IDRI, je pense les travaux les plus intéressants de ce point de vue-là. Alors, il n'y a pas de travaux en soi sur les potentiels de relocalisation, mais il y a notamment un travail sur le calcul de l'empreinte carbone du transport des matières premières. Donc, effectivement, c'est complexe. Mais quand je faisais référence à des travaux qui montrent des résultats surprenants, c'est notamment les travaux de mes collègues en ce moment. Effectivement, ils ont été surpris de constater que si on applique, alors bien sûr, il faut toujours discuter quel modèle on applique, mais les modèles qu'ils ont appliqués leur ont montré justement ces poids carbone des produits qui n'étaient pas forcément tels qu'attendus. Donc ça, c'est un travail en cours qui devrait sortir dans le courant de l'année sur l'empreinte carbone du transport, notamment alimentaire au niveau mondial, et vraiment du secteur transport. Donc on n'est pas sur le secteur agriculture, etc., on est sur la partie transport des marchandises. Et l'autre travail qui a fait quand même pas mal parler depuis 1 an et demi, c'est le travail de l'équipe agriculture de l'IDRI sur à quoi ressemblerait une agroécologie européenne en 2050, qui est un scénario de transition agricole pour l'Europe, et qui prend un parti pris assez fort de relocalisation, notamment de l'alimentation animale, puisque aujourd'hui, une grande partie de l'alimentation animale de l'agriculture européenne dépend des importations, notamment de soja, mais aussi de colza qui viennent d'outre-Atlantique, et un des scénarios, enfin, le scénario que testent mes collègues de l'équipe agriculture, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on revient vers une forme d'autonomie protéique, comme on dit au niveau européen. Donc même si on est à l'échelle européenne, c'est en quelque sorte une forme de relocalisation du modèle agricole, c'est-à-dire du modèle polyculture-élevage qui aujourd'hui est effectivement éclaté de manière mondialisée. Tant que j'ai la parole, rapidement, du coup je choisis les questions auxquelles je peux répondre, hein, parce que moi j'aime bien les questions polémiques, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire effectivement il y a un risque d'inégalité, on a bien vu que dans la question de la territorialité il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel, à la fois en positif, ce qui fait du lien entre les gens, qui font qu'ils se reconnaissent, la question patrimoniale qui est très importante quand on parle de préservation de l'environnement, l'attachement à son patrimoine est une des causes qui fait qu'un acteur va pas se comporter comme un acteur rationnel, économique, et que même si ça lui coûte de l'argent, il va parfois prendre des décisions qui sont meilleures pour l'environnement, quand cet environnement est son propre patrimoine, ça c'est très étudié. Et puis, moins positif, c'est-à-dire que l'attachement viscéral à son territoire, c'est aussi le terreau des nationalismes, du chauvinisme, de l'exclusion, etc. Donc, bien sûr qu'on joue sur quelque chose de sensible quand on parle de territoire, de valorisation des territoires, et c'est pour ça que j'avais souhaité dans mon introduction quand même introduire l'idée que ce qu'on veut, c'est créer une communauté à l'échelle de la planète. Et que même si à un moment donné, rationnellement, on a intérêt à fonctionner sur des systèmes un peu plus localisés, il ne faut pas oublier qu'on partage des ressources en commun avec l'ensemble de la planète. Et donc cette dimension internationale, elle doit rester, parce qu'effectivement, un des dangers de la relocalisation, c'est le renfermement identitaire. Il ne faut pas faire trop, mais effectivement, il y a quelque chose de cette nature qui se joue aussi, quoi. Voilà. Après, il y a juste un exemple que je voulais donner parce que je trouve que c'est assez intéressant sur les politiques publiques. Je ne sais pas quelle politique publique il faut mettre en œuvre, mais c'est clair qu'à un moment donné, il y a besoin d'une forme de régulation. Je pense particulièrement, on a parlé du Pays Basque tout à l'heure, il se trouve que je suis assez familier du Pays Basque, et il y a des super dynamiques au niveau agricole, production agricole, etc. Par contre, vous avez un secteur textile qui est complètement en déshérence au Pays Basque, alors que tous les gens qui visitent le Pays Basque partent avec des espadrilles ou avec des nappes, mais qui sont fabriqués en Chine. Ensuite, quand vous allez effectivement entre Espelette et Mauléon, dans l'arrière-pays du Pays Basque, toutes les manufactures sont fermées. Il reste une manufacture d'espadrilles à Mauléon, il reste un tisserand du côté de Saint-Jean-de-Luz, et vous avez l'écomusée qui trône fièrement entre Saint-Jean-de-Luz et Guétari, qui vous raconte l'histoire artisanale du Pays Basque, et pour autant, les gens qui achètent en bonne conscience des souvenirs du Pays Basque, achètent des produits qui ne sont pas produits au Pays Basque, où il y a vraiment une grosse crise industrielle de la production textile. Et donc là, à mon avis, il y a besoin de politiques publiques pour réguler
de type appellation contrôlée ou autre, encore une fois, je ne sais pas exactement, mais c'est clair que là, il y a une problématique parce qu'on n'arrive plus à valoriser le territoire de manière économique alors qu'on le valorise énormément du point de vue culturel et patrimonial. Peut-être juste pour compléter, parce que la question m'était adressée aussi sur des exemples de travaux et par rapport à une question sur l'empreinte environnementale, soyons très concrets. Vous êtes dans le nord de la France, vous voulez privilégier le local, vous voulez des légumes, vous voulez des tomates. En dehors de quelques semaines pendant l'été, si vous voulez des tomates, elles vont être sous serre chauffée. C'est au moins, en termes climatiques, 10 fois plus de gaz à effet de serre. C'est d'autres impacts environnementaux en plus. Il n'y a aucun moyen que cette tomate ait une empreinte plus faible que celle du Maroc. Et ça, vous pouvez même quasiment la faire venir par avion, que ce serait encore au bénéfice du Maroc et au détriment de la région lilloise, hélas. Du coup, ça arrive sur le point que tu disais, Wojtek, c'est qu'il faut questionner aussi la logique de consommation et les achats. C'est que relocaliser la production sans réfléchir à la consommation n'a pas de sens, en fait. Et c'est un ensemble, c'est les valeurs du territoire, c'est retrouver un lien avec son territoire, c'est déjà se dire qu'est-ce qu'on peut vraiment y produire. Enfin, on revient aux inégalités, etc., mais c'est un fait, quoi. Donc voilà comment on fait les choses. Mais ça peut être les circuits courts, le fait d'avoir plein de petits camions ou plein de petits moyens de transport qui font plein de circuits dans tous les sens, entre plein de producteurs et plein de consommateurs, hélas, ça restera mécaniquement moins productif que deux très grosses plateformes qui vont être gérées par la grande distribution et un très gros acteur agro-industriel et qui vont dispatcher et qui vont tout rationaliser parce qu'ils sont sous pression des coûts. Donc pareil, quand on prend les choses, on a beau les prendre par plusieurs bouts, il y a des thématiques un peu compliquées comme ça. Voilà pour essayer d'être concret sur ça. Monsieur voulait intervenir. Oui, pardon. Non, c'était pour rebondir sur ce que vous dites. Alors l'atelier porte sur le fait de la situation de la France et vous parliez de la complexité et notamment de l'approche par Ricardo. Mais si on décentre un peu le regard, on tend à oublier, dans les années 90, quand on était au collège, dans tous les manuels d'histoire géo, il y avait marqué qu'il y aurait des guerres pour l'eau dans les 10 ans à venir. Il n'y a pas eu de guerre pour l'eau, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est un fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a pas mal. Je résume. Ça dépend en fait. Pas encore, hein. Il y a beaucoup de pays qui ont dématérialisé l'eau. C'est-à-dire qu'ils produisent des produits qui consomment peu d'eau, et notamment de l'avocat, et ils importent des céréales. Et en fait, si nous on arrête d'acheter des avocats, on arrête aussi d'envoyer des céréales dans des pays qui n'ont pas d'eau pour produire des céréales. J'ai pas de solution. Je me contente de dire que relocaliser notre production, c'est aussi arrêter d'envoyer des choses à des endroits où il y a besoin qu'on l'envoie. Si on relocalise la production, on arrête d'envoyer des médicaments dans les pays du Sud, en fait. Ils n'ont pas les capacités de production. Encore une fois, j'ai pas de solution. Alors, je vais faire un contrepoint, mais qui voulait, pour revenir, donner un autre cas d'exemple sur ces questions de cluster, mais hélas, donc c'est un exemple négatif, mais on dit ils n'ont pas les moyens, etc. On reprend la filière cacao dont parlait Frédéric. Il y a ça 15 ans à peu près, Côte d'Ivoire, premier exportateur mondial, premier producteur mondial de cacao, zéro transformation du cacao. C'est la fève qui partait, juste fermentée, etc. Tout le monde avait ce discours à la bouche de dire c'est la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas les moyens, c'est déjà bien qu'ils aient un port d'exportation, etc. Je caricature un petit peu, mais c'est pas très loin de ça. En 10 ans, c'est le premier exportateur mondial de produits semi-transformés de cacao. Il a détrôné la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande. Les premiers transformateurs mondiaux du cacao. Et ça en l'espace de 10 ans. Toutes les infrastructures ont été montées sur place. Comment et pourquoi ? Parce que le gouvernement s'est dit « Je veux une politique volontariste de remonter la filière et de faire la valeur ajoutée. J'offre une zone franche totalement dédouanée, totalement sans impôts. » Toutes les multinationales se sont ruées là-bas et ont commencé à fermer les usines chez nous, dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande, etc. Et toutes les capacités de production étaient réduites. Ça n'a pas pris plus de 10 ans. Tous les investissements étaient faits. Qui gagne la Côte d'Ivoire ? Quelques centaines d'emplois, zéro impôt supplémentaire. Et par contre, un avantage comparatif énorme qui est mis entre les mains des multinationales qui n'ont pas été, bien sûr, ramener la partie à plus forte valeur ajoutée, parce qu'en plus, il se trouve que le produit, si jamais c'est des tablettes produits finis, elles transitent mal par bateau, la qualité va être dégradée, etc. Donc on fait juste la première transformation. Donc le pays peut s'enorgueillir d'avoir fait de la valeur ajoutée, mais pour quel bénéfice ? C'est légitime de se questionner là-dessus, mais comme quoi il n'y a pas tant de barrières technologiques qu'on le dit en fait. Les barrières technologiques, elles sont beaucoup dans la tête,
Mais à un moment donné, si jamais les moyens sont mis, les capacités elles peuvent être développées. Et ça a été tout à fait ce qu'a montré l'Inde sur les médicaments justement de copie. Donc comme quoi, c'est aussi beaucoup encore ce système économique qui est en train de driver la façon dont les choses se font. Alors, ça ne dit pas qu'on ne peut pas faire des choses inverses, pour finir quand même sur quelque chose d'un peu plus positif. En France, l'exemple typique ces dernières années, je reste dans l'agroalimentaire parce que c'est peut-être plus parlant, le produit le plus standardisé qu'on avait quasiment dans la grande distribution, c'est le lait. Le lait frais, là, en brique de 1 litre. Il n'y a rien qui ressemble plus à un lait frais qu'un autre lait frais. Mais il a suffi qu'on ait une crise laitière et très très forte auprès de nos agriculteurs et que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui joue dans le débat public et que du coup, les supermarchés comme les marques l'ont très bien repéré assez vite. Et tout d'un coup, vous avez profusion, aujourd'hui, de lait éthique, commerce équitable, responsable, qui sont nés à partir d'une laiterie. C'est ça qui est intéressant, les premières initiatives, c'est une laiterie qui n'appartient pas à un grand groupe international, qui est implantée dans le centre de la France, à côté d'Orléans, qui avait un lien avec son territoire depuis 4 générations, depuis l'arrière-grand-père de celui qui est le patron actuel de cette laiterie-là. Et c'est eux qui ont, avec les organisations de producteurs, avec les coopératives, qui ont ouvert ce marché-là et qui ont amené aux consommateurs un lait plus cher, pas toujours forcément d'ailleurs, avec des conditions différentes dont on sait la provenance. La première fois sur le marché français. Et en plus, ça se vend. Et en plus, ça se vend bien. Et ça, c'est appelé C'est qui le patron parfois, ça s'appelle d'autres marques, etc. Et tout d'un coup, c'est un succès phénoménal que personne n'a vu venir. Et mine de rien, qui a questionné la grande distribution en disant, on est un peu bête, on a vendu le lait comme étant le produit d'appel où les gens viennent l'acheter parce que c'est vraiment le moins cher du moins cher. Et en fait, on se rend compte que non, au contraire, les gens, ils sont prêts à mettre parfois jusqu'à 2 fois plus cher parce qu'ils savent que c'est les éleveurs de chez eux, etc., quelque chose qui se joue. Et c'est venu par rapport à des entreprises qui, en effet, avaient un lien au territoire. Mais elles sont quand même prises en concurrence avec d'autres entreprises qui, elles, ne jouent pas cette règle du jeu. D'où les problématiques qu'il y a. Jusqu'où ça peut aller, ces initiatives? Parce que là, pour l'instant, ça va bien. Ça fait 5-7% du marché. Est-ce que ça pourrait devenir 100%? Sauf qu'en face, il y en a qui, au contraire, jouent exactement la carte inverse en disant très bien, c'est en train de monter par le haut, moi j'amène le lait à 30 centimes. Hein. Et lui, pour le coup, il va être fait à partir de poudre de lait dans lequel j'en mets de l'eau, qui va nous venir d'ailleurs en Europe. Qu'est-ce que le consommateur va choisir? Vous voyez un petit peu, c'est en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette question des débats. Je prends la suite. Sur l'histoire de la compétitivité, des coûts, etc. Donc, effectivement, c'est la question du modèle économique. Je l'ai un petit peu amené. Moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement, comme je le disais, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie. En même temps, je trouve que les choses avancent quand même assez vite. Ça dépend beaucoup des secteurs. Mais en tout cas, ce que je peux dire, moi, je ne suis pas dans le monde de la recherche, mais que la question d'internaliser le calcul des coûts, elle est énorme. Si on commence à regarder, je dis n'importe quoi, le coût de la vie humaine, le coût, le transport, effectivement, c'est plus, il faut passer par le carbone, mais enfin voilà, disons, on a plein d'outils aujourd'hui, on change, mais radicalement le résultat, c'est-à-dire on n'est plus dans le même monde. Et donc c'est vrai que c'est un sujet tellement énorme qu'on pense qu'il va quand même finir par rétroagir d'une façon ou d'une autre, quoi. Et bon, je vais vite. Sur la question de la relocalisation crée des inégalités, etc. Pourquoi le territoire? Alors, moi j'ai envie de développer un peu cet aspect. En vous écoutant parler, là, j'avais l'exemple de la Bretagne, parce que c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, d'ailleurs on l'a donné pour le lait. Les Bretons, ils sont super, chauvins. Alors, ils vous expliquent que tout est mieux en Bretagne, quoi. Et c'est des trucs... Voilà, alors ils vous racontent comment ils ont créé ces dynamiques territoriales. Alors là, c'est les seuls qui sont en raccord entre collectivités, la région aide les agglos, qui aident les communes, qui machin, tout le monde s'aide. Et les privés, évidemment, en profitent. Et alors souvent, on a envie de dire, et en quoi c'est le truc? Et donc, ils vous expliquent effectivement que les gens sont prêts à payer plus cher parce que c'est breton, machin. Et on dit, en quoi c'est mieux? Rien, c'est breton. On dit, écoutez, tant mieux pour vous. Mais je suis obligée, et la Suisse, ça fonctionne un peu pareil, et du coup, je me dis, non, n'empêche que ça marche, ça crée de la dynamique, ça crée de la valeur ajoutée, que le consommateur est prêt à payer, pourquoi pas, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie de dire que c'est du mauvais nationalisme, parce que c'est une dynamique.
Voilà, c'est pour vous. Mais, parce que... Oui, mais la Bretagne, c'est le pays qui est le plus pollué au point de vue chimique. C'est ça. Oui, mais ils sont en train... C'est vrai, mais ils sont en train de travailler. Et puis là, c'est partie des contradictions. C'est le problème de l'agriculture. Moi, j'étais sur des sujets industriels. Voilà, mais voilà. Là, moi, je les connais en chimie, je peux vous dire que c'est compliqué. Oui, je sais qu'ils sont ultra pollués. Mais là, j'étais pas sur l'agriculture, moi j'étais sur des industriels. Oui, mais c'est irrationnel en fait. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est d'où je parlais moi. C'était sur pourquoi les territoires en concurrence, effectivement, cette inégalité foncière à la fois des territoires, de tout le monde, des entreprises. Il y en a qui sont très, très bien dotés, d'autres pas du tout. Il y en a, voilà. Donc, c'est une inégalité qui sont structurelles à toute vie. Moi, simplement, là d'où je parle, c'est je partais de... On est en France avec des bassins, par exemple, industriels dans le nord, dans l'est de la France, qui sont extrêmement déprimés. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, tout est pollué. C'est-à-dire qu'on n'est que dans le négatif, quoi. Tout est pollué, le niveau de qualification ne permet pas de faire face aux enjeux de la nouvelle économie, c'est répulsif sur toute une série de critères, il n'y a pas d'attractivité nulle part, et puis on avait parlé aussi des territoires ruraux qui sont en dehors de la métropolisation. Ils ont rien, pour équiper en numérique un territoire rural, ça coûte, il n'y a aucun modèle économique, c'est que de la subvention. Du point de vue du transport, ils sont en dehors quand même de toutes ces grandes connexions qui font quand même vivre l'économie mondiale. Ils n'ont pas d'université, ils ne peuvent pas bâtir de clusters, etc. Donc en fait, les territoires en tant que tels dans la compétition internationale, ils y arrivent tous avec le fait que ce soit collectif, c'est au carré, quoi. C'est au puissance 3, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à un niveau individuel. Et donc pour les entreprises, elles ne se posent pas de questions. Les entreprises, elles vont toujours là où il y a de l'argent et où on est beau, riche, intelligent. Et donc, moi, le point de départ de mon propos, c'était juste de dire, nous, on a posé dans ma petite équipe l'idée que chaque territoire avait des atouts. Je prends l'exemple du nord, de l'est de la France. Alors évidemment, par rapport aux pays excentrés du sud, mais c'est des pays qui sont au cœur d'un triangle industriel européen majeur. Et comme par hasard, ils ont des implantations logistiques à tire-larigot. Comme par hasard, en Sarre ou au Luxembourg, ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas la place de se développer. Et il y a toute une industrie, alors évidemment un peu de deuxième main, où on vient investir en Lorraine, dans des territoires limitrophes de la Sarre et du Luxembourg. Et donc, moi, l'idée qu'on développait nous, c'était l'idée de cohésion du territoire national, c'est-à-dire que historiquement, on pourrait dire que, alors on va regarder les métropoles attirer tout le fric, soi-disant être les locomotives, parce que dans l'idée de locomotive, il y a l'idée, vous savez, du ruissellement, que parce qu'on n'a fait que des politiques qui les ont favorisées. J'ai un peu essayé de le dire quand même ces derniers temps, mais quand on favorise l'innovation, quand on favorise les filières d'excellence, on fait que donner de l'argent aux gens qui en ont déjà. Et qui savent déjà se parler, et qui ont déjà tout. Et simplement, on dit oui, mais ça c'est bien parce que ça va attirer, ça va créer de la valeur ajoutée, et puis on leur en prendra un petit peu, et on distribuera, on fera de la redistribution pour quand même une grosse partie, les bassins industriels déprimés, et puis tout le territoire rural. Et nous, c'est un peu une logique contre laquelle on se bat, parce qu'il n'y a pas la France. Et d'abord, on voit que le ruissellement ne fonctionne pas, c'est pas vrai, il faut venir le reprendre, parce que les métropoles, ils n'ont pas du tout envie de partager avec les voisins. Il y a eu plusieurs rapports assez saignants sur ce sujet. Et donc, ça suppose un vrai système de redistribution, avec aussi leur hinterland et leur territoire, parce qu'eux-mêmes, ils captent aussi beaucoup de ressources. La métropole de Lille, elle se développe grâce à l'ancien bassin minier. Il y a 200 000 personnes qui vont tous les jours travailler à Lille, et ils s'en foutent complètement. Et il n'y a aucun retour en équipement ou quoi que ce soit vers l'ancien bassin minier. Donc à un moment donné, il y a un problème de périmètre et de responsabilité territoriale. Donc nous, notre approche, c'était juste pour dire ça, pour dire que moi, je ne me situe pas effectivement par rapport à des pays du Sud qui tireraient leur épingle du jeu de la spécialisation ou de la division internationale du travail. C'est de dire à ces territoires-là, vous n'êtes pas obligés, vous, de vous sous-évaluer, de vous mettre dans une situation de dumping ou dans une situation simplement d'attendre qu'une péréquation magique veuille se mettre en place. Vous avez des atouts. Vous avez une histoire industrielle, vous avez une population qui n'a pas peur de travailler dans l'industrie, et ça, Toyota est venu s'installer à Lens, et Valenciennes, par exemple, c'est un succès. Et donc, il y a, en fait, tout territoire a des atouts. Et les espaces ruraux, ils ont des aménités aussi. Il y a aussi des gens qui ont envie de s'installer, parce que, voilà. Donc, s'ils créent des tiers-lieux, si on n'a pas besoin de traverser toute la France pour aller travailler, si on met en place le télétravail, etc. Et donc,
on peut trouver des procédés innovatifs qui vont faire que des territoires qui ont moins d'atouts vont tirer quand même leur épingle du jeu. Voilà, c'est un peu mon plaidoyer, mais du coup, si j'ai encore... Oui. Sur l'histoire de la segmentation, on l'a tous dit, il y a une logique... En fait, ce contre quoi on lutte, c'est la logique des multinationales, parce que c'est eux, finalement, qui créent cette moins-value, qui partent en laissant les terrains pollués. Et donc, pourquoi historiquement les territoires voulaient attirer les entreprises? C'était parce que par le biais de la fiscalité, ils retiraient finalement tous leurs investissements. Or aujourd'hui, avec cette lutte avec zéro fiscalité, on arrive au bout du dispositif, et je pense qu'un certain nombre de collectivités s'en sont rendues compte et ont décidé. Nantes, par exemple, ils ont dit, nous on arrête les aides à l'installation. On dit aux gens, c'est votre modèle économique, c'est votre stratégie. Soit vous avez une stratégie pour capter mon bassin d'emploi, mes infrastructures, mon positionnement, mon port, mon truc, mon machin. Ça fait partie de votre stratégie. Et à ce moment-là, c'est pas les 3 bouts d'argent public que je vais vous donner qui va vous faire changer d'avis. Ce que vous êtes en train de négocier, c'est votre prime manuelle, monsieur le directeur immobilier. Et donc, nous, on arrête. Et ils ont communiqué là-dessus. Et j'ai trouvé ça assez habile. Alors, évidemment, ils peuvent se le permettre, puisque tout le monde va aller à Nantes. Mais bon, c'est quand même... voilà. Au moins, s'ils arrêtent de jouer là-dessus, ça leur fait avantage en moins. Et du coup, très, très rapidement sur les leviers, je suis d'accord avec la question de la régulation, aussi du mensonge. Enfin, bon, je vais remonter là-dessus. Donc, on a donné aux régions, par exemple, des fameuses grandes régions, les très grandes régions, des leviers qui s'appellent les schémas régionaux de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. C'est un bidule hyper techno qui n'a pas du tout porté ses fruits pour l'instant, mais ça existe. Et l'idée, c'est de dire, on va choisir des filières qui ont un intérêt avec notre positionnement régional, soit historiquement, soit géographiquement, etc. Et on va essayer d'organiser ces filières pour donner du sens, pour attirer justement des clusters, des entreprises, etc. Et après, ils sont censés s'organiser avec le niveau des agglomérations, des métropoles, qui, elles, s'occupent de l'aspect foncier et de vérifier qu'il y a des disponibilités pour que les entreprises puissent s'installer, qui est un énorme sujet aujourd'hui en France. Parce qu'en fait, il n'y a plus de disponibilité foncière pour rien, et encore moins pour l'économie. Voilà. Bon, et puis il y a plein d'autres leviers, mais moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est de dire que je trouve que les collectivités qu'on décrit beaucoup, qu'on critique beaucoup, je les trouve souvent beaucoup plus malignes que nos politiques nationales. Voilà. C'est tout. Alors, très rapidement, pardon, en plus, vous avez dit l'essentiel là tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a des processus comme ça sociaux sur le territoire. Et il faut le soutenir, il faut aussi impliquer les citoyens concrètement, c'est ça qui se passe. C'est ça qu'on observe d'ailleurs, c'est comme ça que quand il y a beaucoup de groupes locaux de pression aussi, vis-à-vis des collectivités par exemple, ou bien vis-à-vis des agriculteurs. Très concrètement, vous voulez adhérer au cercle, au circuit, vous arrêtez vous chauffez plus les serres. C'est comme ça que ça se passe, à l'échelle très très locale. Donc on a besoin de dispositifs aussi, d'outils pour que les citoyens puissent participer de ça, parce que c'est pas justement les schémas régions, etc. Tout ça c'est très top-down. Ouais, il faut impliquer, donc c'est pas forcément les monnaies locales ne sont pas la recette miracle, mais elles font partie de la palette d'outils. Après, pour répondre à l'argent, on n'aura pas le temps maintenant sur la compte, mais il est clair que le calcul économique sous-jacent, alors tant qu'il est en biaisé, parce que vous avez dit que ça avance, mais ça avance côté calcul, côté recherche, pas côté régulation. Non. Donc, évidemment, face à ça, ni une économie biologique locale, ni un circuit de monnaie locale ne peut vraiment lutter. Elle peut lutter, mais elle peut pas. C'est évidemment, elle a du mal. Donc j'étais un peu surpris par une partie des questions que, vous préemptez un peu la relocalisation qui n'existait pour l'instant, c'était une vue de l'esprit. Donc beaucoup des questions étaient comme si on était dans un protectionnisme, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fini par là, juste les liens entre le modèle agricole, le productif agricole et la distribution, c'est que la distribution exige des agriculteurs à mettre en termes de produits chimiques, etc. dans la terre, parce que ça doit partir loin. Il y a un lien tellement évident entre les deux, c'est que au moins dans ces domaines-là, il y a quand même moins de doutes que sur les autres. Donc peu importe le bilan, à la rigueur, peu importe le bilan
carbone des transports, parce qu'on s'en sortira jamais avec une cartographie parfaite de tous les transports, etc. Donc il y a toujours une part d'intuition dans ça, donc il faut y aller. Et ceux qui voient ça sur le terrain savent aussi que c'est lié aux valeurs du consommateur. Et c'est les valeurs du consommateur qu'il faut changer. Donc c'est pas neutre. C'est pas neutre. Il faut construire un marché local, c'est un marché beaucoup plus social. Ça veut dire imprégné de valeurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on conclue là-dessus? Une dernière question. Je vois s'il y a des dernières mains. Ce sera la dernière. On finit par celle-là. Allez. Est-ce que vous avez connaissance du dispositif des projets alimentaires territoriaux? Oui, c'est une question sur les dispositifs des projets alimentaires territoriaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens, qui a des résultats? Ou les dispositifs alimentaires... Projets alimentaires territoriaux, mais je peux en parler un peu. Oui, vas-y. Projets alimentaires territoriaux sont des initiatives. Pourquoi sur l'alimentation? Parce que c'est une grosse préoccupation des gens et on a l'imaginaire que ça vient du local. Il y a de plus en plus de collectivités qui s'en emparent, donc il y a une énorme dynamique derrière. Après, en termes de résultats, hélas aujourd'hui, il y a deux choses. Les projets alimentaires territoriaux se multiplient, commencent par la restauration collective, c'est-à-dire les cantines scolaires, surtout les cantines scolaires parce qu'elles sont sous directe administration des collectivités locales, écoles, collèges, lycées, suivant les différentes strates. C'est 0,5% de notre consommation. Et on est, oui, c'est entre 0,5 et 1%, etc. Qu'on soit clair, hein, les cantines scolaires c'est la porte d'entrée idéale pour la prise de conscience culturelle et le combat dont on va parler et les valeurs à remettre à l'intérieur, et c'est là que ça démarre. Par contre, la transformation, elle passera pas par là, et même là, même les métropoles les plus avancées comme Rennes, elles sont aujourd'hui, ça va chiffrer à quelques dizaines d'agriculteurs qu'on arrive à brancher sur des cantines scolaires par rapport à ce qui a à faire bouger, enfin par rapport à l'approvisionnement qui est nécessaire. Du coup, il y a une énorme envie, il y a une énorme conscientisation, il y a certainement un énorme potentiel, mais on en est à peine qu'au début. Et puis surtout, il y a un gros frein aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune aide de l'État encore aujourd'hui, et tout ça est entièrement sur les épaules des collectivités locales. Il n'y a même pas les régions encore qui ont mis de l'argent en pot commun, mais pour plein d'autres raisons, parce qu'elles sont prises aussi dans d'autres enchevêtrements de la politique agricole commune aujourd'hui. Donc je dirais gros potentiel, mais encore beaucoup de travail à faire, quoi. Mais c'est certainement par là qu'il faut commencer à passer. Une dernière statistique pour vous dire, hein, il y a au moins 2 études différentes qui, je ne sais pas si vous avez un ordre d'idée de quelle est la part de ce qu'on mange. Je ne parle pas seulement à Paris, parce qu'à Paris c'est évident, mais quelle que soit la ville quasiment que vous prenez en France, sauf les communes rurales, mais en métropole ou ville secondaire, la part de la nourriture qui vient du département. Si vous avez un ordre de grandeur. 5%. 5% parce que nos filles, ça ne dit pas que ça vient de l'étranger, hein. Ça dit que les logiques sont tellement au minimum nationalisées, voire européanisées, voire mondialisées, exactement ce que vous disiez sur le fait que chaque territoire s'est spécialisé dans un maillon, bah ça reste plus... On y va, on était en train de conclure, merci. Du coup, gros potentiel et gros défis, mais il faut certainement commencer par celui-là pour montrer que c'est possible.